Dans sa lutte contre l'exclusion bancaire, le Togo table depuis des années sur le développement de la microfinance. À ce jour, le secteur se porte bien et l'accès des populations au microcrédit s'améliore. Cette vitalité du secteur est confirmée par le ministère de l'Économie et des Finances qui vient de publier sa liste actualisée des systèmes financiers décentralisés SFD agréés. En effet, il ressort qu'à ce jour, le pays compte 72 structures incluant les caisses de base des réseaux. Ces 72 structures offrent une variété de services financiers aux populations. Il s'agit des prêts, des épargnes et des transferts d'argent. Aussi, il ressort qu'en 2024, les performances de ces structures ont été remarquables. Jusqu'au mois de juillet 2024, l'encours des crédits avait atteint près de 400 milliards de francs CFA. Quant au nombre d'adhérents, l'on enregistre 4,2 millions de crédits. Ceci permet au pays d'afficher une croissance significative. Initié dans le cadre du projet d'identification unique pour l'intégration régionale et l'inclusion, l'opération de recensement biométrique au Togo vise à doter chaque citoyen et résident d'un numéro d'identification unique. Ce projet, soutenu par la Banque mondiale, ambitionne de moderniser le système d'identification en s'appuyant sur des données biométriques et démographiques fiables. La première phase, lancée en 2024, a couvert la zone 1, comprenant les préfectures de Sankassé et de Tone, situées dans le nord du pays. Alors que cette phase a permis à une large portion de la population d'être enrôlée, les autorités ont mis en place des mesures pour permettre à ceux n'ayant pas encore pu se faire enregistrer de le faire dans les semaines à venir. Une équipe de ratissage interviendra pour offrir une dernière chance aux retardataires. La phase 2, prévue pour démarrer le 17 janvier 2025, se concentrera sur la zone 2. Celle-ci englobe notamment les préfectures de Tandjouari, Oti et Oti Sud. Des équipes d'enrôlement seront déployées pour recueillir les données biométriques de la population dans les centres dédiés. Ce recensement constitue une étape essentielle dans la création du numéro d'identification unique, facilitant l'accès aux services publics et contribuant à une meilleure inclusion sociale. Les citoyens sont invités à se rendre dans les centres d'enrôlement dès l'ouverture des opérations afin de garantir leurs inscriptions et de participer pleinement à ce processus qui aura des impacts sur la gestion des services publics à l'échelle nationale. Au Togo, le taux de desserte en eau potable a bondi à 69% en 2023 contre 47,66% en 2014 selon les dernières statistiques diffusées par le ministère de l'eau et de l'hydraulique. Selon les statistiques, en milieu rural, le taux de desserte est passé de 47,7% en 2014 à 74,4% en 2023, tandis qu'en milieu semi-urbain, il est passé de 42,6% à 55,9% sur la même période. En zone urbaine, le taux a progressé de 47,7% à 69%. En 2025, dans le but de garantir l'accès universel à l'eau potable à l'horizon 2030, le pays dédie un budget prévisionnel de 19 milliards de francs CFA pour l'approvisionnement en eau. Ce budget permettra d'accélérer non seulement les projets PASCO, un projet d'amélioration des conditions sanitaires en milieu scolaire et rural dans les régions des savanes et de la Kara, et le PACHMUT, mais aussi les efforts d'extension des approvisionnements en eau potable. En parallèle, des investissements seront consacrés à la construction de nouveaux forages, à l'extension des réseaux de distribution d'eau potable et à la modernisation des stations de traitement. What is wrong with the reports? C'est l'intitulé d'une étude du collectif Reportica qui dénonce le caractère subjectif de tous les classements mondiaux faits par Reporters sans frontières et Transparency International sur le niveau de corruption des pays, la liberté d'expression, la qualité de gouvernance ou encore la perception du bonheur. Selon Reportica, tous ces rapports souffrent en commun de biais et de lacunes méthodologiques. Plusieurs classements, notamment le World Press Freedom Index de Reporters sans frontières, Corruption Perceptions Index de Transparency International ou encore le World Happiness Report reposent en grande partie sur des enquêtes d'opinion ou des perceptions subjectives et partielles.
La plupart de ces notations ont également en commun l'utilisation des méthodologies universelles qui ne tiennent pas en compte les contextes locaux comme les différences culturelles, sociales, économiques ou politiques. Reportica estime que le World Press Freedom Index est influencé par la perception des répondants que par des données objectives. Pour le Corruption Perception Index de Transparency International, les évaluations reposent sur des enquêtes auprès des leaders d'opinion, ce qui reflète des perceptions subjectives plutôt que des faits vérifiables. Le World Happiness Report est aussi critiqué pour sa dépendance des perceptions subjectives, des biais en faveur des pays développés, son incapacité à refléter les inégalités locales et sa définition restrictive du bonheur qui ne prend pas en compte les différences culturelles. Le père Juvénal vient ce jour-là promouvoir la vaccination auprès des adeptes de son église, les Kitawala, dans cette zone reculée du Olomami, en territoire de Bukama, dans le sud de la RDC. Il est reçu par le pasteur local qui est comme lui convaincu depuis peu qu'il faut bien vacciner les enfants contre certaines maladies épidémiques. L'église Kitawala, d'inspiration chrétienne, s'est battue pour conserver ses valeurs et pratiques traditionnelles ancestrales, en particulier à l'époque coloniale. Et certaines de ses branches restent opposées depuis à ce qui est perçu comme occidental, notamment la vaccination. Le père Juvénal, lui, a changé d'avis il y a moins d'un an face aux ravages de la poliomyélite. Le seul remède, c'est la vaccination. C'est ce que je suis en train de faire voir aux gens. Voilà, s'il y a poliomyélite, on ne peut pas la soigner, c'est fini. L'enfant reste infirme tout au long de sa vie. C'est pourquoi je demande toujours à ce qu'on laisse derrière ces considérations traditionnelles, donc ces conceptions-là traditionnelles. Et il y a déjà un pas. D'autres leaders religieux de la province sont également devenus les alliés des autorités sanitaires lors des campagnes de vaccination. Le pasteur Kasonga est basé à Kamina, la capitale provinciale. Il est le guérisseur d'une autre église traditionnelle, moins importante localement, les Postolos. Selon leur lecture de la Bible, les injections sont interdites. Mais le pasteur Kasonga a réalisé que le ministère de la Santé ne délivre que des vaccins par voie orale. Au lieu d'utiliser les tatouages ou d'entaille, il a changé les vaccins en bivables. Là-bas, nous n'avons pas la raison de refuser des médicaments. Le vaccin contient des produits qui servent pour servir les humains. En effet, appuyés par l'ONG américaine Village Reach, les services sanitaires vaccinent de plus en plus d'enfants par voie orale, comme ici, à Kassolé, à 30 km de Kamina. Un procédé qui est accepté par les communautés Kitawala et Postolo. S'appuyer sur les leaders religieux traditionnels a permis aux autorités d'étendre la vaccination dans les territoires les plus reculés. Mais au sein des équipes médicales, des agents sont aussi chargés d'échanger avec les populations et de tenter de trouver des compromis quand c'est possible. Pour l'église Kitawala, ils ne veulent pas ce qui est gratuit. C'est-à-dire, comme la vaccination pour eux c'est gratuit, la moustiquaire est donnée gratuitement. Alors pour eux, c'est le gouvernement qui veut peut-être prendre, je ne sais pas, leur esprit. Je cherche à sauver les vies. Moi, je dois continuer à causer, dialoguer avec la communauté pour changer les comportements. Les résistances culturelles, religieuses persistent, mais à la saison des pluies en particulier, un autre obstacle rend la vaccination des populations rurales difficile, l'état déplorable des routes dans certaines zones du Olomami. Trois ressortissants chinois comparaissent devant le tribunal de grande instance de Bukavu en RDC. La justice congolaise les poursuit en tout pour 7 chefs d'accusation. Exploitation illicite des minerais, blanchiment des capitaux, séjour irrégulier, fraude et pillage des ressources minières et détention illicite des substances minérales. Les faits se sont déroulés à Walungu au sud Kivu et la justice assure le procès sera équitable.
Les citoyens chinois interpellés l'ont été dans le cadre de la violation des lois de la République démocratique du Congo. On doit les juger conformément à la loi. Et leurs droits de la défense seront garantis. Et vous le voyez déjà, comme ça se passe là-bas. Ce procès intervient alors que les coups de filet contre les auteurs de trafic de minerais se multiplient dans la région. Il y a quelques semaines, 17 autres Chinois avaient été arrêtés pour exploitation illégale des minerais. Un trafic qui menace l'environnement par la pollution des cours d'eau dans la région du Sud Kivu et à l'origine de la colère de la population privée de ses ressources minières et d'infrastructures. L'avocat de la partie civile exige une réparation des préjudices causés par les sociétés chinoises. Monsieur le Président, ce n'est pas la première affaire. La population représentée aujourd'hui par les conseils ne se fatigueront jamais jusqu'à ce qu'on endigue cette histoire des Chinois ou cet exploit d'exploitation illicite qui ravage, qui pille nos minéraux du jour au jour et sans contrepartie. C'est un ouf de soulagement pour la population qui attend normalement soit la condamnation et pourquoi pas la restitution de tous ces minéraux pillés. Ces Chinois avaient été arrêtés le 4 janvier dernier en possession de 10 lingots d'or et de 400 000 $ en liquide. Nous avons pris une série de mesures pour essayer de faire en sorte que le trafic, du moins l'exploitation de l'or, soit systématisé et légalisé et que les exploitants étrangers, c'est-à-dire les investisseurs étrangers, puissent être protégés, mais que la population aussi puisse se retrouver dans cette exploitation minière. Dans cette province du Sud Kivu, les autorités ont dénombré en juin dernier 547 entreprises qui exploitent illégalement les minéraux. 7 mois, c'est le temps qu'il aura fallu à l'armée congolaise pour reprendre le contrôle de ce village situé au nord de Massissi, dans le Nord Kivu, et qui était aux mains des rebelles du M23. La situation est telle que les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par le Wazalendo, continuent à repousser l'ennemi en profondeur, de manière à ce que notre population soit vraiment protégée. Et c'est le travail que les forces armées de la République démocratique du Congo est en train de faire au moment où je suis en train de parler avec vous. Cette contre-offensive médiatisée avait pour but de riposter contre les violations du cessez-le-feu pourtant conclu l'année dernière. De violents combats ont fait rage ces derniers jours dans la zone. Les forces armées de la République démocratique du Congo ne peuvent pas admettre que les tirs aveugles de l'armée rwandaise et ses alliés fassent du mal aux déplacés et à notre population. À Ngungu, quelques habitants reviennent timidement malgré les détonations des armes qui se font toujours entendre au loin. Quand le M23 était ici, la population était tracassée. On faisait face à de nombreuses difficultés. Les habitants cultivaient la pomme de terre, mais ne trouvaient pas de clients. Il y avait du maïs, mais personne pour l'acheter. Maintenant que les FARDC sont là, nous avons espoir que la situation revienne à la normale. En décembre, les pourparlers de paix dans l'est de la RDC avaient échoué. Un accord devait être mis sur la table entre le président congolais Félix Tshisekedi et le président rwandais Paul Kagame, mais ce dernier ne s'y est jamais rendu. Ce jeudi, au cours d'une conférence de presse, il s'est exprimé. Partout où il y avait des réunions pour discuter de la manière de mettre fin à ce problème, le Rwanda était présent. Mais au final, encore à l'heure où nous parlons, l'objectif n'est pas de mettre fin au problème, l'important c'est dans l'apparence. L'objectif est de se faire photographier. Kinshasa a affirmé de son côté, au travers de sa ministre des Affaires étrangères, que la RDC reprendrait les pourparlers de paix si l'occasion se présentait. Une nouvelle opération de sauvetage des mineurs illégaux toujours coincés au sud-ouest de Johannesburg a débuté. Depuis novembre, plus de 1500 mineurs ont déjà été extraits de la mine abandonnée, mais des centaines d'autres sont toujours coincés sous terre. Depuis plus de 4 mois, la police encercle la mine pour empêcher les sorties illégales. Lundi, des grues et du matériel ont été acheminés sur place pour mettre en place une cage capable d'extraire une dizaine de personnes par trajet.
Les premiers essais ont permis de sortir plusieurs survivants et les corps de 9 mineurs décédés. Les autorités estiment que l'opération pourrait durer 2 semaines. La mine, qui atteint une profondeur de 2,5 km, abrite de nombreux groupes de travailleurs désespérés cherchant à survivre dans des conditions extrêmes. Alors que la police vérifie le nombre exact de survivants et de corps récupérés, l'opération continue avec l'aide des communautés locales. Cette photo a plus de 50 ans. Ahmed El Meligui y retrouve les traits de sa grand-mère, de son grand-père jeune et de leurs 4 enfants, dont sa mère. Des aïeux qu'il vient d'exhumer d'un cimetière du cœur du Caire, voué à la démolition. Il a dû en tout récupérer les restes de 23 membres de sa famille et les inhumer ailleurs, loin de la capitale. Ça a été douloureux, comme si nous revivions les funérailles. Ce sentiment de déjà-vu. On les avait enterrés une fois, on a réveillé les souvenirs. C'était très dur. Je ne suis pas le seul à être touché. Cet endroit a une valeur historique importante. En 2020 déjà, tout un pan de la Cité des Morts, immense quartier funéraire du Caire, a été attaqué par les bulldozers. Des milliers de tombes détruites pour construire une autoroute. La Cité des Morts date du 7e siècle. C'est la plus ancienne nécropole du monde arabe. Elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO et devrait être intouchable. Mais les autorités égyptiennes mettent en avant l'intérêt public et le besoin d'aménager la mégapole qui ne cesse de s'étendre, de se densifier. Elles assurent ne s'en prendre qu'aux mausolées les plus récents, datant du XXe siècle. Le nouveau plan d'urbanisme du Caire ne bouscule pas seulement le repos des morts, il impacte aussi les vivants. Sayed El Arabi, 71 ans, vit et travaille ici depuis 25 ans. Il est gardien de l'un des cimetières de la nécropole. Ils m'ont informé qu'ils allaient démolir les cimetières et transférer les corps. Ils m'ont dit de trouver un autre endroit où vivre. Ils ont proposé un nouveau lieu de repos pour les morts, mais rien pour moi. Où je suis censé aller ? Des milliers de personnes vivent dans la Cité des Morts. Beaucoup se sont installés ici à partir des années 1980 à cause de la crise du logement qui continue de frapper la capitale. La population de la métropole du Caire dépasse les 22 millions d'habitants. Trois ans après l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse, 19 accusés sont arrivés ce lundi au palais de justice de Port-au-Prince. Si leurs avocats espéraient obtenir une libération, aucun verdict n'a été donné en ce jour. L'audience a une fois de plus été reportée sans que les raisons de cette décision ne soient communiquées. Parmi ces 19 accusés, 17 Colombiens, tous d'anciens soldats, ainsi que 2 Haïtiens. Les suspects ont attendu le début de leur audience dans une résidence privée de la capitale. D'abord détenus à la prison de Port-au-Prince, ils ont dû être placés dans un nouveau lieu après l'attaque des 2 plus grandes prisons d'Haïti par des gangs ayant conduit à la libération de milliers de détenus. Au total, plus de 40 suspects ont été arrêtés au cours de l'enquête sur l'assassinat de l'ancien président haïtien, mais pour l'heure, aucun d'entre eux n'a été jugé en Haïti.